Bonjour à tous, c'est Xiliox. Aujourd'hui, on fait un petit craft and play, consacré au cycle 8. Le cycle 8, dernier paquet dans lequel on a eu Radagast. Radagast qui est un ami des bêtes, un ami des créatures. Donc, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on peut faire pour crafter un deck autour de lui. Alors, Radagast, il est sorti dans le dernier paquet du cycle 8. Je me rappelle plus comment il s'appelle d'ailleurs. C'est un héros connaissance, 11 de menace, hein, c'est un Istari, donc les Istaris ils roxent plutôt fort. Du coup il a des bonnes caractéristiques, 2 en volonté, 2 en attaque, 3 en défense, 4 points de vie, donc quand on fait la somme de ses stats, ça fait 11. Du coup il est à 11 en menace, donc ça veut dire beaucoup de menaces. C'est pénible, mais comme vous allez le voir, les créatures dans ce jeu, elles vont nous aider à combattre. Donc être haut en menace et engager plein d'ennemis, c'est pas grave, parce que toutes les créatures vont nous aider à nous sortir de ça. Deux effets. Le premier, vous pouvez utiliser toutes les ressources de la réserve de Radagast pour payer le coût d'allier créatures de n'importe quelle sphère. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir jouer toutes les créatures du jeu, rien que parce que vous avez Radagast. Et en réponse, dès que vous allez jouer une créature pendant un tour, Radagast ne s'inclinera pas pour aller en quête, ce tour-ci. Et l'objectif, ça va être de sortir au moins une créature par tour, comme ça, déjà, vous savez que Radagast, il peut aller en quête tous les tours. Allié à ça, il a beaucoup en défense, du coup, il pourra défendre assez fort dès le début de la partie, avec 3 en défense et 4 points de vie, il peut prendre des quand même très très grosses attaques avant de mourir. Surtout que dans ce pack, on nous a donné 2 cartes, il y en a une, c'est le limier, qui permet, voilà c'est lui là, hop c'est une créature qui va vous permettre de prendre des attaques avec vos héros, et si jamais vous voyez que ça tourne mal à cause des effets d'ombre, vous pouvez sacrifier le limier pour absorber des points de dégâts. Donc fatalement ça nous pousse à prendre des défenses un petit peu scandale et se dire c'est pas grave, on a le limier loyal, on pourra faire face à n'importe quelle carte ombre. Après dans le même pack vous avez aussi la dette de Gwaihir. Dette de Gwaihir, c'est une carte tactique, un événement pour 1. Si jamais vous contrôlez un Istari unique et un aigle unique, vous pouvez en action piocher les 5 premières cartes de votre deck, choisir un allié aigle et le mettre, aigle, et le mettre directement en jeu. Ah tiens, je vois que d'ailleurs on peut faire ça avec un Istari aussi. Bon, moi je vous avoue que, bon, si vous voulez, vous pouvez faire ça avec Gandalf, hein, zéro problème. Moi je vous avoue que j'ai plutôt essayé de le faire avec des aigles parce que c'est plus sympa. Mais vous pouvez aussi essayer de faire ça avec Gandalf. Surtout qu'à la fin du tour, vous pouvez le renvoyer dans votre main. Donc si jamais vous faites avec Gandalf, vous pourrez vous en servir plein de fois, y compris avec l'attaque furtive. Donc potentialité de jouer... je sais plus combien ça fait un truc comme 18 Gandalf dans la partie, puisque vous avez aussi la possibilité de le jouer avec renfort. Bon, je sais pas. On verra ça peut-être lors d'un prochain craft and play. Moi, pour l'instant, je ne joue pas cette combo. Donc pour jouer cette combo, il faut des aigles uniques. Vu que Radagast nous encourage à jouer des créatures et que les aigles sont des créatures, on va pouvoir déjà aller chercher les 3 aigles historiques qui sont auxquels il est fait mention dans le Seigneur des Anneaux, à savoir Meneldor, Landroval et Gwaihir. C'est des aigles qui coûtent plutôt cher, donc on va dire oh là là, c'est galère de sortir des aigles comme ça. Mais toujours dans ce pack, il nous a été donné le bâton de Radagast, et le bâton de Radagast, il va nous diminuer le coût des alliés qu'on va jouer. Donc globalement, on va pouvoir jouer beaucoup d'alliés, hein, puisque ça diminue de 2 le coût du prochain allié créature qu'on va jouer. Donc ça veut dire qu'on peut jouer toutes les créatures, même assez cher, assez tôt dans la partie. Donc on va, maintenant que je vous ai présenté le principe global du deck, je vais vous présenter un petit peu dans l'ordre. Donc première étape, les créatures. Donc on va commencer, étant donné qu'on a le droit de jouer toutes les créatures du jeu, par chercher toutes les créatures qui sont disponibles. Donc bien évidemment en tactique déjà, on a tous les aigles. Donc les aigles, il y en a beaucoup. On a bien évidemment le gardien ailé, on a l'aigle des monts brumeux, on a le descendant de Torondor, on a le vassal du seigneur des vents. Tout ça, tous ces aigles, comme c'est tous des créatures, avec le bâton de Radagast, on peut les payer 2 de moins si jamais c'est le premier allié qu'on sort pendant notre tour. Donc sortir un aigle des monts brumeux pour 2, c'est vraiment cool. Un gardien ailé gratos, c'est encore plus cool. Gwaihir et Landroval, franchement, moi je les ai déjà sortis. Quand tu sors un Gwaihir qui a 3 en attaque, 2 en volonté et qui coûte seulement 3, c'est vraiment cool. Donc tous ces aigles là, ils sont ultra cool à jouer grâce au bâton de Radagast. J'ai quand même par acquis de conscience cherché toutes les autres cartes créatures du jeu.
Le limier, il est très fort à jouer parce que bon ben, il va rajouter en attaque et en volonté. Potentiellement, vous pouvez toujours le sortir gratuitement si vous avez le bâton de Radagast. Au début, j'en avais mis 3. Je vous avoue que j'en ai enlevé un parce que même si c'est sympa, son effet réponse, on a déjà énormément d'attaques dans ce jeu. On n'a pas vraiment besoin d'avoir encore un allié qui rajoute de l'attaque. Ce limier, il peut être fort dans plein d'autres decks, mais dans ce deck-là, 2, je pense que ça suffit largement. Moi, j'ai mis les corbeaux messagers parce que c'est des créatures qui coûtent que 1. Et donc, il y a plein de tours où vous aurez plein d'autres trucs à jouer. C'est sympa d'avoir un allié qui coûte que 1 pour pouvoir jouer Radagast et l'envoyer en quête sans l'incliner. Après, vous avez les grands ours qui sont aussi des créatures. Donc, si vous voulez jouer, vous pouvez. Le problème de ces grands ours, je vous avoue que leur seul intérêt, c'est l'attaque et la défense. Dans ce jeu, il y a énormément d'attaque et énormément de défense. Je les ai joués pendant mes 3 premières parties avec ce deck. Et je me suis rendu compte que dans toutes les phases du jeu, on préfère toujours jouer les autres alliés. Et les grands ours, je les jouais juste à la fin pour le fun, mais sinon je les ai pas joués. Donc dans ce deck-là, je vais pas les jouer. Et après, pour terminer notre revue de toutes les créatures disponibles, il faut savoir qu'il y en a 2 en énergie. Vous avez l'étalon sauvage et vous avez la monture du Rivermark. Donc ici, l'étalon sauvage, moi je ne l'ai pas joué. Tout simplement parce que la particularité de toutes les créatures du jeu, c'est que comme c'est des créatures, elles n'ont pas le droit d'avoir d'attachement. Et que le seul intérêt de l'étalon sauvage, c'est justement de pouvoir servir d'attachement pour un autre allié. Donc étant donné que ça va pas du tout comboter avec le reste du deck, lui, je ne l'ai pas joué. Et en plus, il n'a pas des stacks qui sont incroyables pour seulement 2. Je préfère jouer n'importe quelle autre créature du jeu. Et en ce qui concerne la monture du Rivermark, vous pourriez la jouer si vous avez des problèmes de gestion de lieu. Mais si vous avez des problèmes de gestion de lieu, je vous encourage plus à jouer un 3e Méneldor, à utiliser les mécaniques du deck Aigle pour le recycler, le remonter dans votre main, le reposer. Ou sinon, carrément le sacrifier pour pouvoir en rejouer un autre depuis votre main si vous en avez 3 exemplaires. Il suffira à chaque fois de le sacrifier pour le rejouer depuis votre main. Et je vous rappelle, avec le bâton de Radagast, toujours, hein, vous pourrez jouer Méneldor souvent pour une seule ressource. Donc plutôt que la monture du Rivermark, dans ce deck, moi je préfère jouer des Méneldor qui sont à mon avis plus adaptés. Bien, donc ceux-là je les joue pas moi. Au début j'avais joué 2 Landroval, mais je me suis rendu compte que grâce au limier, en fait, on a très très rarement des héros qui meurent. On a beaucoup d'alliés aigles qu'on peut tracher. Du coup, on va rarement sacrifier des héros. Landroval, du coup, il sert pas énormément. Moi, je l'ai mis parce que sinon, je le joue dans aucun deck. Mais une fois, je pense que ça suffit. Et après, c'est pareil, les aigles de Torondor, je me suis rendu compte que 2, ça suffisait. Donc, moi, j'en joue que 2. Voilà, donc c'est un peu léger au niveau des alliés. On préférerait avoir beaucoup plus d'alliés pour activer certaines autres cartes du deck. Mais là, on en a déjà 2, 4, 6, 8, 8 et 9, 17, 19 alliés. C'est pas énorme en proportion, mais vous allez voir qu'on peut piocher énormément avec ce deck. Du coup, c'est pas forcément la peine d'avoir beaucoup d'alliés, puisque de toute façon, vous allez voir que, enfin, je vais certainement faire des parties avec, hein, vous allez voir que de toute façon, au bout d'un moment, on a beaucoup d'alliés dans la main et on peut pas tous les jouer. Bien, deuxième partie du Craft and Play, savoir comment est-ce qu'on va générer des ressources et comment est-ce qu'on va faire pour tourner le deck. Donc moi je vous avoue que j'aime beaucoup avoir Legolas dans ce deck parce que une des faiblesses de ce deck ça va être d'explorer les lieux et d'avancer dans la quête. Legolas il fait ça, il permet de placer des marqueurs de ressources, des marqueurs de progression pardon, sur les lieux ou sur les quêtes. Ça va souvent débloquer des situations problématiques. Et après, pour l'instant, je joue Béravor parce que j'avais peur de ne pas piocher à cette carte. Mais je vous avoue que là, ça fait 4-5 parties que je joue avec ce deck et je me rends compte que les ressources, en fait, connaissances, je ne vais pas réussir à les utiliser dans ce deck et du coup, elles se stackent sur Béravor et je ne peux rien en faire. Donc ça, c'est un des problèmes du deck que je pense on devrait améliorer. Bien, donc ça c'est les 3 héros que j'ai choisis pour monter ce scénario. Après c'était important quand même de trouver un personnage qui a 2 en volonté parce qu'au début de la partie, vous allez voir pendant les 2-3 premiers tours, vous allez très certainement faire des échecs de quête. Donc encore une fois, c'est pas très grave d'avoir beaucoup en menace en ayant fait des échecs de quête pendant les premiers tours parce qu'après tous ces alliés vont vous aider à défendre et à attaquer très rapidement et très efficacement. Alors, partie suivante, c'est les événements. Tous les événements qu'on peut jouer avec les aigles.
Vous avez déjà la dette de Gwaihir qui va vous permettre d'aller chercher des aigles et les poser en jeu gratuitement. Donc on va chercher préférentiellement les descendants de Torondor, Meneldor ou Gwaihir qui ont tous des effets d'entrée en jeu et qui à la fin du tour, s'ils sont encore en jeu, vont remonter dans votre main, donc ils vont quitter le jeu à nouveau. Donc par exemple si jamais c'est Meneldor ou les descendants de Torondor, vous pourrez réinfliger des points de dégâts ou explorer des lieux. Malheureusement Gwaihir n'a pas d'effet de sortie de jeu. Mais bon, déjà, c'est vraiment cool de sortir ces aigles-là qui sont très chers gratuitement. Moi, j'en ai mis que 2 parce que 3, c'est excessif. Hein. Vous voyez que j'ai que 5 cartes qui combattent avec, donc 3, ça fait trop. Par contre, j'ai quand même mis les aigles arrivent parce que les aigles arrivent, ça vous permet d'aller piocher toutes ces cartes aigles. Et je vous rappelle que les aigles arrivent ont le trait aigle. Hein. Donc ça veut dire que quand vous jouez les aigles arrivent, vous pouvez récupérer toutes les cartes avec le trait aigle. Donc vous pouvez aussi récupérer les cartes les aigles arrivent. Donc vous pouvez comme ça auto-comboter. Et la dernière que je mets, c'est le vol des aigles, que moi je trouve super fort, parce que vous allez renvoyer un aigle dans votre main pour pouvoir mélanger un aigle du Nord dans le deck de rencontre. Les aigles du Nord, ils sont vraiment ultra forts. Alors ça arrive assez rarement hein, qu'on puisse, parce qu'on n'a pas d'effet dans ce deck-là qui vont nous permettre d'aller trier les cartes du deck de rencontre. Mais quand vous les avez, les aigles du Nord, et qui sortent, déjà vous avez un très gros allié. En plus, l'effet d'entrée de jeu, il est monstrueux, puisque le premier joueur choisit un joueur qui prend le contrôle de l'aigle du Nord. Et le joueur choisi peut défausser un ennemi non unique dans la zone de cheminement. Et ça, c'est gratuit. Hein. Donc ça, c'est fort. Alors c'est surtout fort parce que ça se déclenche avec les aigles, et que les aigles, vous allez préférentiellement renvoyer le descendant de Torondor ou Meneldor pour réinfliger des points de dégâts à des ennemis dans la zone de cheminement, ou renvoyer Meneldor. Si par exemple en plus vous savez qu'à la fin du tour, je sais pas, vous avez fait avec la dette de Gwaihir, vous avez fait sortir Gwaihir, vous savez qu'il va remonter et vous avez aucun autre aigle à remonter, parce que ça peut arriver aussi, vous pouvez faire quand même le vol des aigles pour renvoyer Gwaihir pendant par exemple la phase de restauration. Ça vous coûte 0, de toute façon il allait revenir dans votre main, et au passage vous avez rajouté un aigle du Nord. Donc si jamais vous n'avez pas le choix et que vous voulez quand même préparer l'effet des aigles du Nord, vous pouvez faire ça. Voilà, ça c'est tous les événements tactiques qui combattent parfaitement bien avec les aigles. Je vais quand même vous présenter aussi, il y a ces deux cartes-là aussi qu'on met souvent dans les decks aigles. Hein. Le soutien des aigles qui va vous permettre, c'est un attachement qu'on met sur un personnage tactique. Et vous allez pouvoir choisir un aigle en jeu et augmenter l'attaque ou la défense du héros auquel cet attachement est attaché de la valeur d'un aigle en jeu. Ça, c'est clair que c'est très fort. Le problème, c'est qu'il faut payer 3 ressources en tactique. Dans ce deck, j'ai que Legolas en tactique. Et en plus, je vais utiliser ces ressources pour jouer les alliés. Donc ça, je vous avoue, je ne l'ai pas mis. Et après, c'est pareil. Le corps du Gondor, c'est bien quand on joue un deck aigle normal. Parce qu'à chaque fois qu'un personnage est détruit, on va pouvoir gagner une ressource sur le héros auquel il est attaché. Là encore, le problème, c'est que déjà, il faut le payer en tactique. Donc on est obligé d'utiliser la ressource de Legolas pour le payer. Premier point négatif. Et après, deuxièmement, vous allez vous rendre compte qu'entre les gardiens ailés, les aigles démons brumeux, Radagast, vous avez déjà 3 bons défenseurs. Du coup, vous n'allez pas forcément être enclin à sacrifier vos alliés. Vous allez plutôt préférer gérer les défenses. Surtout que Radagast est pratiquement redressé en permanence. Donc, il peut pratiquement toujours gérer les défenses. Donc en fait on perd très peu d'alliés. Au début je l'ai joué et puis au bout d'une partie je l'ai viré parce que je me suis rendu compte qu'elle m'avait généré genre une ressource pendant toute la partie. Et que ça avait été en plus un choix, le tour où je l'avais, de dépenser ma ressource de Legolas pour jouer ça, alors que j'aurais pu accélérer mon deck en jouant d'autres alliés ou d'autres équipements qui sont beaucoup plus forts. Donc du coup le corps du Gondor, pareil, je ne l'ai pas joué. Allez, on va passer à la 3e partie de ce Craft and Play. La 3e partie, c'est consacré aux attachements. Est-ce que je ferais pas un petit peu de place vite fait? Si, on va virer les alliés là. Il y a 7 alliés qui est important de rediscuter. Les aigles, on en a déjà parlé, je peux les mettre ailleurs. Tout ça aussi, on va pas en reparler. Tout ça, c'est des combos qui se font un petit peu toutes seules et qu'on connaît depuis le cycle 1. Donc on n'a pas besoin. Les vrais trucs dont on a besoin, c'est encore ces 2 alliés là hein, qui vont comboter avec d'autres parties du deck. Donc, les attachements. Alors, quand on a 3 héros, on se pose toujours la question de savoir quels attachements on va mettre à chaque héros au cours de la partie. Donc, première chose à dire, inévitablement, hein, c'est le bâton de Radagast. C'est l'attachement qui va sur Radagast et qui permet de fluidifier
la totalité de ce deck. Tant que vous n'avez pas le bâton de Radagast, de toute façon, il va falloir piocher très fort et très vite pour aller chercher le bâton de Radagast. C'est le générateur de ressources du deck. Plus vite on l'a, et plus la partie, elle est bien en place, quoi. Notez que moi, je m'en sers absolument tout le temps pour gagner des ressources, mais un joueur beaucoup plus talentueux, je pense, utilisera les deux autres effets. Il y en a un qui permet de redresser un allié créature, hein, donc ça veut dire que vous pouvez jouer plusieurs fois des aigles de votre deck, soit pour défendre, soit pour attaquer, ce qui est fort, hein. Ou sinon, vous pouvez, mais ça c'est plus anecdotique, si jamais vous avez un ennemi créature qui est engagé avec vous, il faut qu'il soit non unique, hein, vous pouvez le renvoyer dans la zone de cheminement. Donc ça, j'ai hâte de voir dans quel scénario ça peut se produire et de voir effectivement si c'est intéressant ou pas. C'est toujours des effets qui sont en plus, hein, donc c'est bien de les avoir, sachant que de toute façon, les deux autres utilités, on va déjà en avoir beaucoup d'utilités. Donc ça va sur Radagast. Ensuite, bon là, il y a tout le package Legolas, donc on verra ça plus tard. Ensuite, moi sur Legolas, j'aime bien en faire un gros bourrin qui tape très très fort. Donc il y a la lame de Foncombe qui virtuellement augmente de 2 son attaque. Ça c'est vraiment très très fort, surtout dans ce scénario. Le problème c'est que c'est restreint, donc vous pourrez n'en mettre qu'une seule. J'aime bien mettre un destrier du roi pour pouvoir, s'il arrive à détruire un ennemi, c'est détruit, hein, ouais. S'il détruit un ennemi, il va pouvoir se redresser, donc réattaquer. Je mets toujours une flèche noire quand je mets Legolas, parce que c'est gratuit et que ça vous permet de tuer un très gros ennemi très vite, puisqu'une fois dans la partie, ça vous permettra d'infliger 5 points de dégâts de plus, enfin d'augmenter de 5 l'attaque d'un personnage. Donc lui, potentiellement, ça fait qu'il attaque à 8 avec 2 de défense en moins. Et comme c'est pas restreint, vous pouvez attacher tous ces équipements en même temps. Et en plus, petite gourmandise, j'ai mis un petit arc de Foncombe, hein, parce que ça donne à distance à un héros. Et si jamais il a déjà à distance, il gagne plus en attaque. Donc potentiellement, hein, bon moi ça m'est arrivé qu'une fois, mais quand vous attaquez à 9 avec Legolas, c'est super cool, quoi. Voilà, donc ça c'est tous les attachements qui vont sur Legolas. Au début je jouais qu'une seule lame de Foncombe. Je me suis rendu compte que les parties où je l'avais pas, je pleurais pendant toute la partie du fait de ne pas l'avoir. Du coup c'est vraiment cool d'en mettre une deuxième pour avoir une deuxième lame de Foncombe. C'est vraiment super super sympa cette lame de Foncombe là. L'avoir sur Legolas le plus tôt dans la partie, c'est vous assurer vraiment une partie plus cool, hein. Et après sur Béravor, je savais pas quoi lui attacher. Je voulais rien lui attacher au début, après j'ai quand même trouvé ce pied ailé là. Ce pied ailé il s'attache au personnage avec le mot-clé rôdeur. Les parties où on l'a, c'est sympa parce que vous mettez Béravor en quête. Et si jamais vous arrivez, généralement on dira toujours ennemi, hein, pour avoir plus de latitude au cas où si on n'arrive pas à gérer l'ennemi, s'il faut un peu plus de défense ou s'il faut un peu plus d'attaque, on dira toujours ennemi pour essayer de redresser Béravor, sauf si carrément vous incluez des trucs dans ce deck pour pouvoir prévoir ce qui va se passer dans le deck de rencontre, hein. À ce moment-là, vous pourrez carrément annoncer la bonne carte, c'est-à-dire soit traîtrise, soit lieu, soit ennemi. L'avantage, ça permettra de redresser Béravor. Moi, je vous avoue que je le fais surtout pour piocher 2 cartes, en fait, hein. C'est que souvent, même, j'attaque pas les ennemis. Le but, c'est juste de piocher des cartes et toujours piocher plus de cartes. Voilà, donc ça, c'était la partie suivante de ce Craft and Play. C'était sur les équipements des héros. Une fois qu'on a équipé nos héros, il faut s'attacher à gagner des ressources et à piocher des cartes. Donc on a vu déjà qu'avec Béravor, on pouvait déjà piocher pas mal de cartes. Il y a une combo qui est un peu implicite avec... Pourquoi j'ai laissé le limier là? Oui, c'était juste pour parler des défenses, hein. C'est plus sympa d'avoir des limiers, puisque le limier, vous allez pouvoir le défausser pour absorber 2 points de dégâts sur un héros. C'est très sympa, comme ça on peut faire soit des attaques sans défense qui ont par exemple des ennemis qui attaquent à 2, soit tout simplement une grosse attaque, on peut l'absorber. Donc le limier c'est vraiment très fort, hein. Au début j'en avais joué 3 et en fait je me suis rendu compte que je le gardais toujours pour le dernier moment, donc j'en ai laissé que 2. Alors maintenant, le dernier allié que j'ai laissé ici, c'est le corbeau. Parce que le corbeau, quand on le lit, il a un seul effet, c'est qu'on va pouvoir le ramener dans sa main pendant la phase de restauration pour annoncer un type de carte. Donc type de carte, ça peut être Katanek, ça peut être allié, ça peut être événement, ça peut être attachement. On va révéler la première carte de notre deck. Si c'est la carte annoncée, on va pouvoir la piocher. Si jamais c'est pas la carte annoncée, on peut la défausser. Alors moi je vous avoue que cette combo, j'ai tout de suite pensé à ma vieille combo Istari là, quand on joue la pipe du magicien avec le chasseur de trésors expert et les caches naines, les caches secrètes pardon.
Parce qu'en fait, c'est déjà une mécanique qui permet de générer de la ressource et de piocher des cartes. Ici, globalement, c'est simple. Vous attachez la pipe du magicien à Radagast. Vous avez un corbeau en jeu, par exemple. Vous avez un chasseur de trésors expert, ou pas d'ailleurs, sur Radagast. Quand vous avez la cache secrète en jeu, enfin dans votre main, ce que vous allez faire, c'est qu'avant la phase de quête, vous allez mettre la cache secrète au-dessus de votre deck avec la pipe du magicien. Donc au passage, vous piochez une carte en plus. Pendant la phase de quête, souvent Radagast, il ne va pas s'incliner pour aller en quête, donc il va y aller tout le temps. Vous annoncez bien évidemment événement. Si vous faites un succès de quête, vous pouvez défausser la carte. Donc au passage, comme vous défaussez une carte du dessus du deck rencontre, vous gagnez 2 ressources. Donc en général, on va les mettre soit sur Radagast, soit sur Legolas, parce que vous allez voir que c'est soit pour jouer des créatures, soit pour avoir des points des ressources tactiques que ça va nous manquer. Et en plus, ici, il y a marqué sur le chasseur de trésors expert que si jamais la carte elle est du type annoncé, vous pouvez l'ajouter à votre main, donc depuis votre défausse. Donc ça veut dire qu'au tour prochain, vous pourrez refaire la combo. Donc ça, c'est une combo qu'on utilise beaucoup avec Gandalf, parce qu'il faut quand même un Istari, hein, puisque ça s'attache que aux Istari, la pipe de magicien. Là, l'avantage de Radagast, c'est que c'est un Istari. Donc ça, c'est la première combo, mais en plus, ça marche aussi avec le corbeau. Parce qu'en fait, cette carte, quand on va la piocher dans la partie et qu'on n'a pas le chasseur de trésors expert, eh ben, on va défausser des ressources, par exemple, de Béravor, puisque je vous ai dit que les ressources de Béravor, elles ne servaient à rien. On va jamais s'en servir. Vous pouvez les dépenser pour piocher une carte, hein, c'est le deuxième effet de cette carte. Si jamais vous avez la pipe du magicien, vous pouvez quand même la mettre au-dessus de votre défausse. Et vous pourrez comme ça en profiter au passage pour le ramener dans votre main, défausser cette carte. Vous pouvez même, si vous voulez, ne pas annoncer le type événement pour ne pas repiocher cette carte. Hein. Mais ça vous permet en fait soit de récupérer les 2 ressources, soit de renvoyer en cycle le corbeau dans votre main. Donc le corbeau, déjà c'est super bien parce qu'il coûte que 1. Que vous allez pouvoir le payer avec les ressources de Radagast, que tous les tours potentiellement, si vous n'avez pas d'allié, vous pouvez le rejouer pour que Radagast ne s'incline pas pour aller en quête. Et en plus, comme on va jouer le chasseur de trésors expert, ça va s'auto-comboter avec toutes ces cartes-là. Donc moi, je vous avoue que j'ai rajouté toutes ces cartes dans mon deck, parce que de toute façon, dans un tour standard, vous aurez toujours des cartes mortes, donc les pipes de magicien, vous pouvez toujours piocher une nouvelle carte au-dessus de votre deck pour aller chercher toujours un peu plus loin dans votre deck. Donc la pipe du magicien, c'est trop fort. Le chasseur de trésors expert, c'est super fort parce que ça va vous permettre d'activer tous les tours la cache secrète. Moi, j'en ai quand même mis que 2 parce que il fallait virer des cartes et que je me suis rendu compte que j'en avais besoin que de 1. C'est pareil pour les caches secrètes, c'est bien si on a la combo qui peut être mise en place, mais c'est pas la peine d'en mettre trop non plus, donc moi j'en ai mis que 2, mais vous pouvez en mettre 3 si vous voulez pousser plus loin. Et pour le corbeau messager, c'est pareil, moi j'en ai mis 2, mais vous pouvez en mettre 3 si vous voulez pousser encore cette mécanique encore en avant. Ça va nous permettre de piocher, surtout avec le chasseur de trésors expert, ça va nous permettre de piocher vraiment énormément de cartes. Donc ça c'est une combo pour générer des ressources et pour piocher des cartes au passage, vous allez voir c'est plutôt cool. Et après il me reste quelques slots, hein, je ne sais plus combien il m'en reste, je crois qu'il me reste 8 ou 9 cartes pour remplir. Donc comme j'aime bien en tactique jouer des feintes, j'ai rajouté 2 feintes. Moi je rajoute toujours des runes de Dairon dans tous mes decks, parce que c'est une mauvaise habitude que j'ai pris, et malheureusement je continue. Au passage c'est très fort, parce que ça va vous permettre de jeter des aigles dont vous ne pouvez pas payer le coût. Je m'en suis rendu compte en jouant une partie là, hop, c'était le descendant de Torondor, j'en avais 2 dans la main, enfin j'en avais 3 même au début. Vous défaussez le descendant de Torondor avec une rune de Dairon, et après, elle est où la petite carte là? Hop, bien évidemment c'est les 2 dernières. Bah non, je sais pas où elles sont. Ah, elles sont peut-être juste là. Bon, déjà avec Gwaihir, si jamais vous jouez Gwaihir, vous pouvez récupérer un egg de votre défausse. Donc ça veut dire éventuellement mettre le descendant de Torondor en jeu. Et en plus à la fin du tour, hein, vous pouvez le remonter dans votre main. Donc ça veut dire que c'est intéressant quand même d'avoir un descendant de Torondor dans sa défausse pour jouer Gwaihir. Et après le deuxième truc, c'est la dette de Gwaihir. C'est pareil, hein. Vous pouvez récupérer... c'est pas là de votre défausse?
Ah non, bon j'annule cette intervention. C'était que Guayir qui faisait ça. Mais enfin ça m'est arrivé une fois en jeu, j'avais Guayir dans la main et j'avais aucun deck dans ma défausse, du coup ça me faisait chier de le jouer. Et du coup avec une rune de Daeron, j'en ai profité pour piocher, jeter le descendant de Torondor, jouer Guayir, récupérer le descendant de Torondor. J'ai infligé 2 points de dégâts, j'ai tué un ennemi. En plus j'avais le descendant de Torondor toute la partie, enfin tout le tour en jeu. Donc j'ai pu attaquer avec, après je l'ai renvoyé dans ma main à la fin du tour. Enfin tout s'est comboté à merveille quoi. Voilà, et les 2 dernières cartes utilitaires que j'ai rajoutées, c'est la faveur du Valar, parce que ça arrive dans certains scénarios qu'on soit à la limite de perdre à cause de la menace. Moi, je vous encourage plutôt à la mettre dans la réserve, parce que moi, sur les 4 ou 5 parties que j'ai fait avec le deck, je m'en suis jamais servi. Je l'ai toujours payé, elle est toujours en place. Au pire, mettez-le dans la réserve. Moi, je vous avoue que je joue très très rarement avec des réserves, hein, donc je les mets dans les decks principaux, tant pis. Et après, vous pouvez aussi, hein, je la mentionne parce que je l'ai mis en une fois, c'est quand même trop dommage, cette carte, je la joue jamais. Le mot de commandement, c'est une carte pour 1 en commandement qui vous permet d'incliner un Istari que vous contrôlez pour aller chercher une carte dans votre deck. C'est super fort. On la joue jamais parce qu'on n'a jamais un Istari et qu'on veut jamais l'incliner. Là, pour le coup, il faut quand même avouer que Radagast, il s'incline pas pour aller en quête. Il y a des tours où vous aurez à la fin de la partie, quoi, enfin à la fin du tour, vous aurez Radagast redressé. Et comme vous avez plein de ressources connaissances avec Beravor dont vous ne vous servez pas, c'est super sympa de pouvoir avoir un mot de commandement pour aller chercher la carte qui vous manque dans votre deck. Voilà, donc ça c'était mon deck Aigle. Il fait pile 50 cartes. Alors si jamais vous le créez sur RingsDB ou sur un autre moteur de création de deck, et ben, vous aurez 53 cartes parce que il faut rajouter les aigles du Nord dans la liste. Mais je vous rappelle qu'ils ne sont pas dans votre deck et ils ne comptent pas dans votre deck. Hein, donc vous ne pouvez pas jouer 47 cartes en rajoutant les aigles dans votre deck. Hein. Voilà. Je vous avoue que j'ai fait que 4 parties avec ce deck. J'ai trouvé qu'il tournait vraiment du feu de Dieu. Alors je sais pas si j'ai eu beaucoup de chance ou c'est parce que j'ai pris des scénarios pourris. Mais déjà c'est ultra plaisant à jouer parce qu'on pioche beaucoup de cartes, on a beaucoup d'alliés, on peut facilement défendre, attaquer. J'attends de voir un petit peu comment ça va se passer la suite parce que là je vais essayer d'ailleurs de faire le premier scénario là, du cycle, comment ça s'appelle ça? Je crois que ça s'appelle les rives orientales ou un truc comme ça. La rivière courante, voilà, je vais vous faire la rivière courante avec ce deck, ce sera le premier scénario du cycle 9, on va voir comment ça se passe. Allez, à de suite, c'est Exiliox pour le Seigneur des Anneaux, à de suite.